Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tous les systèmes d'hybridation qui puissent exister au jour d'aujourd'hui. Dans les systèmes d'hybridation qui existent aujourd'hui, on va les catégoriser en, on va dire, trois grandes familles. Ça va être les MHEV, HEV et PHEV. Ça va être les trois familles qui existent aujourd'hui sur les véhicules hybrides. Donc pour différencier les trois, en fait, c'est relativement simple. Déjà, le PHEV, c'est celui qu'on branche. Ça, si vous avez une prise, c'est du PHEV. Mais par contre, pour différencier les deux petits qui restent, le MHEV et le HEV, c'est un peu plus compliqué si on ne connaît pas et si on ne comprend pas un petit peu le mode de fonctionnement des véhicules. Pardon. Des véhicules thermiques en général et hybrides. En ce qui concerne le MHEV, c'est la plus petite hybridation qui puisse exister aujourd'hui. Ça a été créé par les constructeurs pour naturellement faire baisser vos émissions de CO2 et pour garder, pour que l'utilisateur ne soit pas gêné ou autre, ou quand un utilisateur n'est pas forcément habitué, il ne va pas changer son mode de conduite. Le système est relativement simple, on a une petite batterie auxiliaire, alors ça peut être une batterie de 12 volts ou plusieurs batteries qui sont dissimulées dans la voiture, et puis ça va être tout ce qui est alternateur, je parle du MHEV, attention, ça va être l'alternateur qui va vous recharger donc ces petites batteries et qui va vous restituer la puissance lors des accélérations. C'est un système assez simple qui en soi existe depuis relativement longtemps. On appelle ça un alterno-démarreur à la base, mais là du coup ça fait en plus ça donne un peu plus de puissance, qui est très léger, mais bon, ça aide surtout lors des relances et lors des démarrages. Et c'est pour ça que ce principe est assez intéressant, parce que grâce à ça, là où on consomme le plus en fait, ça va être sur les accélérations. Ça va être sur les accélérations naturellement et sur les démarrages. Donc ce petit alternateur va vous donner de la puissance, vous restituer la puissance que vous avez emmagasinée dans vos petites batteries lors des charges, lors des accélérations. À titre d'exemple, en fait, tout ce qui est les hybrides MHEV, on va trouver ce type d'hybridation sur les petites Fiat 500, la Ford Puma ou encore même la Suzuki Swift qui est en micro-hybridation. Chez Suzuki, en fait, tout ce qu'on voit même chez Hyundai, quand il y a marqué 48 volts, c'est de la micro-hybridation. Ça reste de l'hybridation, mais c'est de l'hybridation légère. Ensuite, on va passer à la catégorie au-dessus. Donc ça va être, j'ai envie de dire principalement Toyota, mais il y a aussi Hyundai, Kia, Peugeot, Citroën qui ont fait ça. Peugeot, Citroën par exemple sur leur modèle diesel avec leur bloc 163 chevaux en diesel avec leur 2 litres, plus un petit moteur de 37 chevaux qui est placé directement sur les roues arrière, qu'on peut retrouver sur les 3008 et sur les DS5. Et Toyota, ben, vous les connaissez toutes en fait, hein, ça va être toute la gamme Toyota en gros. Chez Hyundai et Kia, ben, ça va être le Ioniq, le Niro, toutes celles qui ont des grosses capacités en termes de batterie. C'est simple en fait, en MHEV vous ne pouvez pas rouler en full électrique, alors qu'en HEV vous avez la possibilité et assez de capacité électrique à pouvoir rouler en tout électrique pendant quelques kilomètres et à une vitesse réduite. Ça va être, chez Toyota par exemple, c'est 40 km/h si on part de zéro, ou même là par exemple, si hop, on va vous faire un test en réel, si ça veut bien marcher, tac tac. Donc là j'ai le thermique allumé, on le voit en rouge, je ne sais pas si vous le voyez, et là je suis à 80 km/h et j'arrive à rouler en full électrique. Mais on va être limité donc naturellement sur les distances, puisque la capacité de batterie est un peu plus faible que les plug-in hybrides, que les PHEV, et que la puissance du moteur est plus faible. Mais on va quand même être capable de pouvoir faire 3-4 km en full électrique si on arrive à gérer notre accélération.
en passe au plug-in hybride. Donc un plug-in hybride, ça a le même fonctionnement en gros d'un HEV, donc d'une hybride traditionnelle. Par exemple sur notre petite Toyota ici sur le CHR, on va prendre comme exemple simple en fait en plug-in hybride, ça va être la Prius. Alors la Prius existe en deux versions. On a la hybride traditionnelle, la HEV, et la Solar par exemple, ou la PHEV. Non, Solar c'est une autre même définition. Ou la Prius en PHEV, dans laquelle on va brancher, on va avoir une autonomie de 60 km à peu près, à pouvoir rouler en full électrique jusqu'à 110, 120, voire 130 km/h selon le constructeur. C'est à peu près la même technologie comme je vous disais, donc il y a une plus grosse capacité de batterie, selon les modèles, on va être jusqu'à 11, voire 12, 13 kW d'énergie en magazine dans ma voiture, et elle va vous le restituer au fur et à mesure du temps. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, un peu comme tous les modèles. Mais l'avantage principal, naturellement, c'est de vous faire économiser à la pompe, surtout dans les temps qui courent. Vous allez réussir à, si vous vous débrouillez bien, à diminuer votre consommation de 2, voire multiplié par 2 ou voire par 3. Je m'explique. Une Prius plug-in hybride par exemple, si on se débrouille bien, on arrive à avoir une consommation de 1 litre à 2 litres au 100, ce qui est ridicule. Mais ce qui est ridicule donc pour le poids et pour la capacité de la voiture. On va prendre à peu près pareil donc sur la Ioniq. Je parle pas de la Ioniq 5, attention, je parle de la Ioniq, les premiers modèles, ceux qui sont sortis, si je dis pas de bêtises, en 2016, qui existaient en trois versions. Donc la version thermique standard, si je dis pas de bêtises, non, la version hybride, la version plug-in hybride et la version tout électrique. Donc comme je vous disais, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ses inconvénients, ben, c'est de devoir la brancher naturellement. Et ses avantages, c'est de pouvoir rouler en full électrique pendant plus de kilomètres et à une vitesse beaucoup plus haute qu'un HEV simple. En PHEV aussi, on a chez Peugeot le 3008, le dernier 3008 qu'ils avaient sorti en PHEV, le hybride 300 je crois qu'ils appellent. Donc c'est un plug-in hybride, donc naturellement on rajoute du poids sur la voiture, donc quand on n'a plus de batterie, ben, ça ne sert strictement à rien. C'est à ce moment là où on va surconsommer. Donc il est très important quand on roule en PHEV de charger régulièrement sa batterie électrique, même s'il y a un mode hybride dans le véhicule, il ne va pas fonctionner aussi bien que quand on a une batterie totalement chargée qui avait été branchée sur le secteur. La question qu'on me pose souvent, moi justement, c'est celle-ci, c'est combien de kilomètres tu arrives à faire en hybride, est-ce que tu la branches tous les soirs? Non, c'est l'avantage du HEV, c'est que on va à la pompe comme tout le monde, on la branche, pardon. L'avantage c'est qu'on va à la pompe comme tout le monde, on fait son plein de carburant et basta. C'est le plus gros avantage du HEV, c'est ça. C'est qu'on ne s'occupe de rien, on ne change pas nos habitudes. Pour des personnes qui ont le permis depuis 20, 30, 40 ans, qui ont l'habitude toujours de faire le même geste, aller à la pompe, prendre 5 minutes, dire bonjour au caissier, discuter le bout de gras, prendre son petit paquet de chewing-gum et repartir. Ça ne change pas avec le HEV. Avec le PHEV aussi, ça va pas changer, sauf qu'il faut prendre l'habitude, ben, quand on a fait ces trajets quotidiens, ben, une fois arrivé à la maison, on la branche, même si le temps de recharge de la batterie, comme elle est plus petite, on va avoir besoin de la charger, aller entre 2 et 4 heures selon les véhicules. Il faut quand même penser à la brancher pour optimiser au maximum sa consommation et faire des réelles économies. C'est à ce moment-là donc le PHEV est le plus pertinent. Et le MHEV, comme je vous disais tout à l'heure, ben, pour moi, il ne sert à rien, il n'a juste servi que aux constructeurs, à leur permettre donc d'économiser en CO2, en fait, de pouvoir descendre donc notre taux de CO2 et de nous éviter à nous consommateurs de payer un malus écologique pour une petite voiture
comme une Fiat 500 par exemple, qui aurait pris un malus écologique dans les dents si elle n'avait pas eu cette micro-hybridation. J'espère que ces petites explications vous ont plu, j'espère qu'elles ont été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'essaie d'y répondre au maximum comme à chaque fois. Si j'ai pas les réponses, je me documente pour vous. Et puis voilà, si vous avez aimé comme d'habitude, un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui parlera de quoi? Ce sera la surprise. Allez, à bientôt. Ciao.